Coucou Cécile, coucou la planète. Comment ça va aujourd'hui? Eh ben ça se profile quand même la fin hein, Eh oui, du confinement eh oui. Et du livre. et, et du livre. Excellent. Alors on a 11, 12, 13. C'est ça. Demain, ce sera tout terminé, tout sera en ligne. Voilà. On n'aura plus qu'à attendre gentiment les commentaires des uns des autres si ça leur tente de nous partager tout ça. Ça pourrait être chouette. Et oui, parce que c'est ça l'idée, hein. C'est ça qu'on aime bien partager avec vous, vos ressentis, voir si on était sur le bon chemin aussi, hein. Ben oui, Si ça vous a parlé autant qu'à nous. c'est ça. Et puis vraiment, si ça sert à quelque chose, ça leur a apporté effectivement un éclaircissement, je ne sais pas. Bref, on verra. Oui, j'espère. Ouais. En tout cas, dans le chapitre 10, je voulais en revenir à ça parce qu'il y a un truc qu'on avait, enfin en tout cas pour ma part, j'ai eu l'impression de ne pas en parler suffisamment. Et donc c'était un petit rappel en fait. Et dans le chapitre 10, on en revient vraiment à quand je n'ai plus peur de moi, je n'ai plus peur des autres. C'est-à-dire quand on a confiance en soi, qu'on sait qu'on pense positif, qu'on sait qu'on ne juge pas les gens, qu'on sait qu'on ne se compare pas, qu'on sait qu'on fait du mieux qu'on peut, qu'on a changé plein de choses dans notre quotidien et autres, d'accord, et qu'on est conscient de tout ça, bah évidemment qu'on n'a plus peur de nous. Donc si on a une confiance totale en nous, effectivement, bah, du coup on n'a plus peur des autres non plus, puisqu'on sait qui on est. Eh Donc oui. on peut plus être déstabilisé, quoi. Mm. Hein? Ouais, c'est exactement ça. C'est apprendre à se connaître nous-mêmes pour apprendre à connaître les autres, hein. Eh ben C'est la oui, base. ben c'est la base, oui. Et plus vite on se connaît soi-même, et plus vite la vie est magnifique, hein. Eh oui. Et oui, parce que du coup, il n'y a plus de jugement aucun en fait sur qui que ce soit. Et ça, c'est vrai que c'est quand même c'est même plus une épine dans le pied, tu vois. Oui, C'est et un, je pense que c'est vraiment ce qui va changer les choses, hein. ouais, La tolérance qu'on a envers nous-mêmes, on va pouvoir enfin l'appliquer aux autres. exactement. Voilà, donc c'était important pour moi effectivement de remettre un petit point, faire un petit rappel là-dessus. Lecture du chapitre 11, c'est moi qui l'a fait. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, je me fais plaisir. La nouvelle se répandit dans la communauté comme une traînée de poudre. Ces oiseaux sont des exclus, et ils sont revenus. Et cela est impensable. Les prophéties de Fletcher, l'éventualité d'un affrontement, s'évanouirent dans la confusion générale du clan. Oui, d'accord, ce sont des exclus, dirent certains parmi les goélands les plus jeunes. Mais alors, où ont-ils appris à voler comme cela? Le message de l'ancien mit près d'une heure à faire le tour de la communauté. Ignorez-les. Tout goéland qui parlera à un exclu sera exclu lui-même. Tout goéland qui regardera un exclu sera en infraction avec la loi du clan. Désormais, Jonathan ne vit plus que des dos gris tournés vers lui, mais ne parut pas les remarquer. Il tint ses séances d'entraînement juste au-dessus de la plage du conseil, et pour la première fois poussa ses élèves jusqu'à la limite de leurs possibilités, et même au-delà. Martin, le goéland, s'écriait-il à travers l'espace, tu prétends savoir ce qu'est le vol lent? Eh bien, tu ne sais rien du tout, tant que tu ne m'as pas prouvé le contraire. Vole! Et c'est ainsi que le petit Martin William le goéland, piqué au vif par les sarcasmes de son maître, s'étonnant lui-même, devint le magicien du vol lent. Dans la brise la plus légère, il parvenait à incurver ses rémiges de façon à s'élever, sans un seul battement d'aile, du sable au nuage, puis à revenir à son point de départ. Charles Roland le goéland se fit porter par les ondes du grand vent de la montagne à plus de 7 000 mètres d'altitude, et bleui par le froid de l'air raréfié, redescendit, éberlué et ravi, résolu à monter encore plus haut le lendemain. De même, Fletcher le goéland, qui plus que tout autre aimait la voltige, réussit son tonneau vertical à 16 facettes, et le jour suivant, le couronna d'un triple déclenché vertical, ses plumes blanches étincelant aux rayons du soleil, au-dessus d'une plage d'où plus d'un œil furtif l'observait. À toute heure, Jonathan, démontrant, suggérant, insistant, guidant, était là, aux côtés de chacun de ses élèves. Il volait avec eux, de nuit dans les nuages, dans la tempête, pour l'amour de l'art, tandis que les membres du clan
croupissait misérablement au sol. Quand le vol était terminé, les élèves se détendaient sur le sable et avec le temps écoutaient désormais Jonathan plus attentivement. Il énonçait bien encore quelques idées folles qu'il ne parvenait pas à saisir, mais aussi quelques-unes excellentes qui étaient à leur portée. Petit à petit, la nuit, un second cercle commença à se former autour de celui des élèves. Un cercle de goélands curieux, attentifs, debout dans l'obscurité des heures durant, ne souhaitant ni se voir les uns les autres, ni être vus, s'éclipsant avant l'aube. Ce fut 1 mois après le grand retour que le premier goéland du clan passa à la ligne de démarcation pour demander à apprendre à voler. Par ce geste, Terence Lowell le goéland devint un oiseau condamné, portant le stigmate des exclus. Et par surcroît, le 8e élève de Jonathan. La nuit suivante, ce fut Kirk Ménard, le goéland, qui arriva du clan, boitillant, traînant son aile gauche sur le sable. Il s'effondra aux pieds de Jonathan. « Aidez-moi, dit-il très bas, d'une voix agonisante. Plus que n'importe quoi, je désire voler. »« Alors viens, dit Jonathan. Monte avec moi bien loin de la terre et nous allons tout de suite essayer. »« Mais mon aile, vous ne comprenez pas. Mon aile est paralysée. »« Ménard le goéland, tu es libre d'être à l'instant toi-même, vraiment toi-même, et rien ne saurait t'en empêcher. Ainsi dit la loi du grand goéland qui est fondamentale. Voulez-vous dire que je suis capable de voler quand même ? Je dis que tu es libre. » En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, Kirk Ménard le goéland, sans effort apparent, déploya ses ailes et s'enleva dans la nuit noire. Les goélands du clan furent tirés de leur sommeil par le cri qu'il poussa à 200 mètres de hauteur de toute la force de ses poumons. « Je vole ! Écoutez-nous, écoutez tous, je vole, je vole !» À l'aube, ils étaient près d'1 millier d'oiseaux à faire cercle autour du petit groupe des élèves, et ils observaient Ménard avec curiosité. Ils ne se souciaient plus d'être vus ou non, et ils écoutèrent Jonathan le goéland en s'efforçant de le comprendre. Il parla de choses fort simples, disant qu'il appartient à un goéland de voler, que la liberté est dans la nature même de son être, que tout ce qui entrave cette liberté doit être rejeté, qu'il s'agisse d'un rite, d'une superstition ou d'un quelconque interdit. « Rejeté ?» demanda une voix partant de la multitude. « Rejeté, même s'il s'agit en l'occurrence de la loi du clan ? » « La seule loi digne de ce nom est celle qui montre le chemin de la liberté, dit Jonathan. Il n'en est point d'autre. Comment voulez-vous que nous parvenions à voler comme vous le faites ? Fit une autre voix. Vous êtes un voilier exceptionnel, comblé de tous les dons et des sens divines, bien au-dessus de tous les autres oiseaux. Regardez Fletcher et Lowell, et Charles Roland, et Judy Lee. Sont-ils aussi des voiliers exceptionnels comblés de tous les dons et des sens divines ? Pas plus que vous ne l'êtes, pas plus que je ne le suis. La seule différence est qu'ils ont commencé à comprendre ce qu'ils sont vraiment et qu'ils ont commencé à mettre en œuvre les moyens que la nature leur a accordés. À l'exception de Fletcher, les élèves de Jonathan se sentaient mal à l'aise, car ils n'avaient pas encore bien compris que c'était là ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Chaque jour, s'accroissait la foule de ceux qui venaient poser des questions, ou admirer, ou critiquer. On prétend au clan que si vous n'êtes pas le fils du grand goéland en personne, dit un matin Fletcher à Jonathan, après l'entraînement en vitesse de pointe, alors vous êtes 1000 années en avance sur votre temps. Jonathan soupira. Ah, c'est cela le prix du malentendu, pensa-t-il. Il fait de vous un démon ou il vous proclame Dieu. Qu'en penses-tu, Fletch ? Sommes-nous en avance sur notre temps ? Un long silence. Cette façon de voler a toujours été là, à la portée de tous, prête à être apprise par quiconque la voulait découvrir. Cela n'a rien à voir avec notre temps. Tout au plus, sommes-nous peut-être en avance sur un mode, en avance sur la façon de voler de la plupart des goélands ? C'est déjà quelque chose, dit Jonathan, en effectuant un tonneau qui fit un instant miroiter son ventre.
C'est même beaucoup mieux que d'être en avance sur notre temps. Merci Virginie. Avec plaisir. Je me réjouis toujours de lire, moi j'adore ça. Ouais. Et oui. Eh bien. Il était riche, hein, celui-là aussi. Ouais, de toute façon, depuis le début, c'est un petit peu riche. C'est vrai que depuis le 5-6, là, c'était bien parti quand même. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux dire d'abord, peut-être? Écoute, moi, rien, j'avais fait mon rappel qui était important et c'est vrai que là, j'aimais bien ton résumé et j'aime bien ce que tu as ressorti de ce chapitre, donc je te laisse faire. Moi, ce qu'on remarque, hein, parce que quand même, je pars du texte, hein, donc ce qu'on remarque, c'est que vraiment, il y a que deux mondes peuvent cohabiter. Les deux mondes, c'est celui de ceux qui restent enfermés dans leurs croyances, dans leurs limitations, et celui des autres, ceux qui acceptent d'apprendre et de s'élever. Oui. On peut savoir que c'est possible de cohabiter. Après, dans le vol lent, on peut y voir, je pense, la symbolique de la méditation. Et de prendre le temps, contempler, faire tous ces gestes avec précision et amour. Moi, je pense que c'est ça le début de la sagesse. Ouais. C'est vrai que c'est beau de faire des mouvements avec amour. Exactement. Et ça change tout. Hein. C'est pas forcément facile tout le temps, mais quand on en prend conscience, c'est assez magique. Oui. Après, ce que j'ai revu aussi dans ce chapitre, c'est qu'on connaissait déjà la puissance des croyances et des limitations et du pouvoir qu'elles avaient sur nos blocages émotionnels. Mais là, on a la traduction aussi que ces mêmes croyances et ces mêmes limitations pouvaient entraîner tout simplement des blocages physiques. Oui, comme avec Kirk. Voilà, comme avec Kirk et son aile. Évidemment, toi, tu le sais par cœur, hein, puisque tu fais ça toute ta journée, de débloquer des blocages émotionnels pour débloquer des blocages physiques. C'est ça. Là, du coup, dans le livre, il nous l'explique bien. La puissance du mental, mais surtout l'intelligence du corps. Quand nous ne sommes pas capables de comprendre qu'il y a un truc qui cloche dans notre vie, que nous ne sommes pas en accord avec nous-mêmes, eh bien, c'est quoi? C'est le corps qui nous envoie un signal. C'est vrai. Et c'est magnifique, justement. Hein. Si on écoute notre corps, il nous ment jamais, en plus. Hein. Donc, le corps, il sait pas mentir. Voilà. Il répond par lourd ou léger et il sait absolument pas mentir. Donc, au moins, c'est déjà un outil magnifique quand on sait écouter ça. Ouais, c'est quelque chose que tu m'as appris. Oui. Et que j'apprends au plus de monde possible, hein, d'ailleurs. Oui, donc vous qui nous écoutez, essayez, apprenez à écouter votre corps. C'est ça. Et puis encore deux petits points que j'ai remarqué aussi dans ce chapitre, c'est que nous sommes tous des êtres infinis et parfaits. Ça aussi, c'est un truc que tu m'as appris. Oui. Et que la seule chose qui nous empêche de l'être, infini et parfait, eh bien, c'est notre doute. C'est le doute qu'on a en nous-mêmes. Mais une fois que ce doute est levé, eh bien, tout devient possible. Nous ne sommes plus victimes, nous ne sommes donc plus obligés de nous infliger une quelconque souffrance. Nous sommes enfin libres d'être qui nous sommes. Exactement. Voilà. Et cette liberté, elle n'est pas le résultat d'une époque, comme il dit dans le chapitre, mais c'est le principe même de l'être humain, comme nous sommes tous nés avec ce précieux libre arbitre qui fait de nous des êtres uniques. Donc nous avons tous le choix, nous sommes donc tous libres. C'est ça, d'évoluer ou pas. Exactement. Voilà, c'est ça. Moi, il y a toujours cette phrase aussi de Gandhi que j'aime beaucoup, hein, c'est que l'exemplarité n'est pas le meilleur moyen ni le seul, mais c'est un très bon moyen en tout cas de passer et de transmettre des messages. Et par l'exemplarité, donc par notre propre changement, nous invitons les autres aussi à évoluer eux-mêmes ou pas du tout. Oui, ça en tant que parent, on doit s'y référer tous les jours. Ah bah oui. On est bien d'accord. La meilleure éducation, c'est l'exemple. Tu peux pas dire à un enfant, en fait, arrête de taper quand tu lui tapes toi-même la main, quoi. On peut pas dire à un ado, fume pas, c'est mauvais à la santé, alors qu'on est en train de fumer. Alors, on peut pas leur dire, ne dis pas de gros mots, alors que nous-mêmes, on va dire des gros mots. Sans les citer. Ou arrête d'être sur ton téléphone, si nous-mêmes, on y est toute la journée. C'est exactement ça. Voilà.
C'est ça. Ouais, voilà. Eh bien, il était bien Donc, joli encore ce chapitre 11. ouais, super. Hmm. Bon, eh Eh bien, bien, on se donne rendez-vous pour le 12, très et- très vite. très très vite, exactement. À À plus tard la bientôt. planète. À plus tard. Salut Virginie. Salut Cécile.